Que le projet Topurbi part du constat que le fait impérial est souvent cartographié, en tout cas représenté cartographiquement, sous la forme de gros pâtés en couleur qui remplissent les cartes auxquelles on est habitué. Donc l'idée c'est de rendre compte du caractère contingent, progressif de la conquête à travers sa représentation cartographique. Alors pour ce faire, un groupe de chercheurs s'est réuni qui appartiennent aussi bien au CRH de l'École des hautes études, au CREDA de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et au Framespa de l'Université de Toulouse, et qui regroupe plus de 16 chercheurs, aussi bien historiens et historiennes que archéologues, anthropologues, documentalistes, spécialistes d'humanité numérique. Pour ce faire, l'idée c'est d'exploiter une source unique, le dictionnaire géographique de l'Amérique, publié entre 1785 et 1789 par Antonio de Alcedo, et qui répertorie l'ensemble de la géographie américaine et plus particulièrement en ce qui nous concerne, l'ensemble des villages, des bourgs et des villes de l'Empire espagnol sur toute sa géographie depuis la Patagonie jusqu'en Californie, qui étaient les extrêmes de l'Amérique hispanique à la fin du XVIIIe siècle. L'idée de constituer un répertoire de tous ces lieux habités est de pouvoir saisir au plus près du territoire, de la présence réelle, ce qui relevait véritablement d'une domination politique ou juridictionnelle hispanique par le biais de la première unité de mesure qui était le pueblo. C'est le plus petit dénominateur, le village si l'on veut, et qui regroupe aussi bien le pueblo habité par des hispaniques et le pueblo des indios, bien souvent une mission religieuse. On a là, à partir de là, un maillage qui va se constituer vers le haut, vers des unités de plus en plus importantes, et qui donne véritablement à voir quelles étaient véritablement les régions possédées, et quelles étaient, et c'est là un élément extrêmement important de ce projet, quelles étaient les régions qui ne relevaient pas de la domination hispanique et qui relevaient donc d'autres dominations. Alors deux hypothèses courent en filigrane derrière le projet même de Topurbi. L'un est, comme je l'ai dit, cette volonté de montrer au plus près du sol la vérité de la présence, en tout cas la réalité de la présence hispanique sur les territoires, et celle de réussir à faire une autre histoire de la conquête des territoires, une conquête qui souvent est réservée en tant que terme au XVIe siècle, et que l'on voit apparaître ainsi comme un processus qui se prolonge non seulement jusqu'au XVIIIe siècle, qui est l'objet que l'on étudie avec Topurbi, mais bien souvent jusqu'à nos jours. La seconde hypothèse qui structure le projet Topurbi, c'est l'idée que la seule manière de pouvoir dresser finement une topographie de l'urbanisation impériale, c'est de croiser à la fois des sources normatives, comme le dictionnaire d'Alcedo, et des sources issues de la pratique. Alors, l'idée, c'est de croiser avec ce dictionnaire différents types de documents. On va trouver parmi ces documents d'autres ouvrages de géographie politique qui vont traiter de régions plus ciblées, de manière parfois plus précise que dans le cas du dictionnaire d'Alcedo. Je pense par exemple à l'ouvrage publié par Félix de Azara sur le Rio de la Plata. Mais on va également pouvoir croiser le dictionnaire d'Alcedo avec des quantités impressionnantes de recensements de population qui deviennent très nombreux dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Et parmi ces recensements, on va trouver plusieurs types de recensements, des recensements nominatifs qui correspondent à une étape locale, on va dire, dans la centralisation des données impériales, qui sont des documents intermédiaires de travail, et puis des recensements à une échelle plus large, donc des tableaux synthétiques qui ont parfois une très grande qualité esthétique, comme ce recensement donc de la ville de Mexico. On va enfin pouvoir croiser les données du dictionnaire d'Alcedo avec des cartes qui sont très nombreuses dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et dans lesquelles on va trouver également plusieurs types de cartes, des cartes qui peuvent être des cartes militaires, qui donnent à voir la précarité de l'occupation impériale, et qui montrent en même temps que les cartes peuvent être analysées autrement que simplement comme un outil de communication politique.
On va également trouver des représentations géographiques. Je pense à toutes celles qui sont issues des visites des évêques dans les paroisses. Alors on a des séries absolument magnifiques d'aquarelles, de plans, de cartes qui ont été produites dans les années 1760, 1770 jusque dans les années 1780. Je pense à ces séries d'aquarelles produites par l'archevêque de Mexico, Alfate, en 1767, sur la Nouvelle-Espagne. Je pense également à cette série de très belles aquarelles, 111 aquarelles produites par l'archevêque du Guatemala. Très peu de temps après, entre 1768 et 1771. Et enfin, les aquarelles, mais également les cartes et les plans que produit l'évêque Martínez Compañón, évêque de Trujillo, sur le Pérou, dans les années 1780. Alors, l'ensemble des données qui vont être recueillies aussi bien cartographiques que linguistiques par Topurbi a pour but, en fin de compte, de contourner et de combler les vides et les impensés de l'archive coloniale. Et il nous semble, à l'ensemble des chercheurs qui composons cette équipe de Topurbi, que à l'heure actuelle, ça peut produire un ensemble de données hautement sensibles, puisque nombre de peuples autochtones font remonter auprès de leurs gouvernements nationaux des demandes territoriales qui pourront se fonder en partie sur le patrimoine cartographique que nous allons pouvoir produire. En ce sens, Topurbi ressemble bien à une sorte de production de archives déclassées.